Hi, ActiveHistory.ca is pleased to present a recording of Celebrating Canada, a roundtable discussion held at the Canadian Museum of History on September 18, 2014. The session was chaired by Matthew Hayday of the University of Guelph. You can find recordings of other talks at ActiveHistory.ca. Good evening. I would like to welcome all of you to this roundtable discussion here at the Museum of History about issues of celebrations, national identities, commemorations, and their role in the fashioning of Canadian identity. Bonsoir, je vous souhaite la bienvenue à cette table ronde qui portera sur les questions des célébrations, des fêtes nationales, les commémorations et leur rôle dans le façonnement des identités nationales au Canada. This roundtable that we're having tonight is connected to a broader workshop that's going on for the next 2 days here at the Canadian Museum of History, which is bringing together a group of scholars from Canada and as well from some from around the world who are working on a pair of collected volumes that deal with these themes that we'll be discussing tonight, with the hopes of having these two books in print in time for the 150th anniversary of Confederation in 2017, if all goes well. Ceci est une table ronde bilingue, alors je poserai les questions dans les deux langues officielles et nos conférenciers répondront dans la langue officielle de leur choix. All of our panelists are bilingual, and so at the end of the round of questions that I have for them, in which the panelists will respond in the language of their choice. We'll open up the floor to all of you. There is a microphone there for your questions. Feel free to ask questions in the official language of your choice, et nos conférencières essaieront de répondre dans la langue dans laquelle la question est posée. So we'll try to answer you in whatever language you ask the question, or at least do our best. The other thing I should let you know, and this is part of the reason why the wires are all here, we are recording this roundtable and planning on making it available online as a podcast for people who couldn't be here today. It's part of our outreach. Nous enregistrons cette discussion avec l'intention de la rendre accessible en ligne dans un podcast pour ceux qui ne pouvaient pas être ici. I would like now to introduce our four panelists. J'aimerais introduire nos quatre conférenciers et je commence à ma gauche avec professeur Yves Frenette. Professeur Frenette est un spécialiste des francophonies nord-américaines et de l'histoire de l'immigration et des groupes ethniques. Il détient un chef de recherche du Canada du niveau 1 sur l'immigration, les transferts et les communautés francophones à l'Université de Saint-Boniface à Manitoba. Il est l'auteur de 3 livres, plus de 100 chapitres et articles scientifiques et plusieurs ouvrages collectifs. Alors, il a publié beaucoup. Il a récemment publié un article qui est intitulé Conscripting Canada's Past, the Harper Government and the Politics of Memory dans le Canadian Journal of History. Et il est présentement le président, j'espère que c'est encore le cas, du comité des interventions publiques de la Société historique du Canada, ainsi que le président du comité des experts externes sur la commémoration à la Commission de la capitale nationale. And I'll repeat that in English. Yves Frenette, on my left, is a professor at the University of St. Boniface in Manitoba. He's an expert on the history of immigration and ethnic groups with a particular focus on North American Francophone communities. He holds a Tier 1 Canada Research Chair, which is focusing on the impact of migration on North American Francophone communities, and is the author of 3 books, several edited anthologies and collections, and more than 100 other articles and scholarly book chapters in the field. And the reason in particular that I invited him to join us today is because of a recently published article in the Canadian Journal of History that he authored, which was entitled Conscripting Canada's Past, the Harper Government and the Politics of Memory. And among the other hats that he wears, he is currently the chair of the Canadian Historical Association's Advocacy Committee, and he's also served on the National Capital Commission's Committee of Experts on Commemoration. Further to his left, à sa gauche, je vous présente Marc-André Gagnon, qui est candidat au doctorat en histoire à l'Université de Guelph. Il s'intéresse principalement à la problématique identitaire au Canada français et aux mouvements sociaux. Et son doctorat traite les sociétés Saint-Jean-Baptiste du Québec et aux francophonies canadiennes. Et il a récemment publié un article qui s'intitule « Le Canada français vit par ses œuvres la
Saint-Jean-Baptiste vu par le journal Le Droit 1950 à 1960. Et pour le projet Celebrating Canada, il a écrit un chapitre sur la politique de la Fête nationale de Québec sous le gouvernement de René Lévesque. Marc-André Gagnon is a PhD candidate in history at the University of Guelph. He's actually my student. Little plug there. His research focuses on identity and political movements in French Canada, and specifically the Saint-Jean-Baptiste Society. And he's recently published an article in Francophonie d'Amérique called Le Canada français vu par ses œuvres, La Saint-Jean-Baptiste vu par le journal Le Droit, 1950 to 1960. And he is contributing a chapter to the book project that we're working on that deals with the politics of Quebec's Fête Nationale, which was once called Saint Jean-Baptiste Day under the government of René Lévesque. And I'm just checking my order of who's next. One more step to the left, we have Mark Christmanson, who is the Chief Executive Officer of the National Capital Commission, a position he was appointed to in 2014. And he has served on various roles within that organization, as well as in the past with the New Brunswick Arts Board and the National Arts Center. He holds a PhD in humanities from Concordia University, where his research focused on the relationship between national culture and state security in mid-20th century Canada. And in 2011, he was the Fulbright Visiting Research Chair in Public Diplomacy at the University of Southern California. And among the various roles he has played at the National Capital Commission, he's quite intimately involved, I believe, and we'll find out just how much, with Canada's commemorative efforts. He leads an organization that deals with issues around heritage properties and high-profile events, which in the past have included Canada Day celebrations in the National Capital Region. And he's served on the federal government's Commemorations Committee, the Canada Remembers Committee, and the War of 1812 Bicentennial Committee. Mark Christmanson, à ma gauche, trois à ma gauche, a été nommé à ce poste de premier dirigeant de la Commission de la capitale nationale en 2014, après avoir servi dans d'autres fonctions au sein de cette organisation, ainsi qu'avec le Conseil des arts du Nouveau-Brunswick et le Centre national des arts. Il détient un doctorat en sciences humaines de l'Université Concordia, où ses recherches portent sur les liens entre la culture nationale et la sécurité de l'État au Canada au milieu du XXe siècle. En 2011, il a été titulaire invité de la chaire de recherche en diplomatie ouverte de la Fondation Fulbright à l'Université Southern California de Los Angeles. Et en tant que dirigeant de la CCN, Dr. Christmanson est intimement impliqué dans les efforts de commémoration au Canada. Il se trouve à la tête de l'organisation qui gère les biens de patrimoine et d'événements très médiatisés, y compris les célébrations annuelles de la Fête du Canada dans cette région. Et il a siégé au sein des comités interministériels fédéraux sur les commémorations officielles. La série Le Canada se souvient et le bicentenaire de la guerre de 1812. Et finalement, j'ai perdu ma texte. So, just found me on the street, actually. Ah non, je l'ai trouvé. Je m'excuse. Robert Talbot is a Shirk postdoctoral fellow in history with the University of New Brunswick. He has a PhD in history from the University of Ottawa, where he has taught courses in Canadian history and methodology. His doctoral thesis, entitled Moving Beyond Two Solitudes, explored Francophone-Anglophone rapprochement in Canada during the interwar years. And as part of the workshop we're holding here, he has written a book chapter that considers questions of how bilingualism and biculturalism were incorporated into the Diamond Jubilee celebrations of Confederation in 1927. He's published articles on political, military, and Aboriginal history, federalism and current affairs, and his book, Negotiating the Numbered Treaties, an intellectual and political biography of Alexander Morris, won the Manitoba Historical Society Award for Scholarly History. And he is also serving as the English language secretary for the Canadian Historical Association, and he is the co-editor of their bulletin. Robert Talbot est un chercheur postdoctoral crèche au département d'histoire de l'University of New Brunswick. Il détient un doctorat en histoire de l'Université d'Ottawa, où il a enseigné l'histoire canadienne, et sa thèse doctorale explore le rapprochement francophone-anglophone au Canada dans l'entre-deux-guerres. Et pour l'atelier que nous tenons ici, il a contribué à un chapitre qui traite la manière dont le bilinguisme et le biculturalisme est incorporé aux célébrations de la 60e anniversaire de la Confédération en 1927. Et il a publié
plusieurs articles qui traitent l'histoire politique, l'histoire militaire, l'histoire autochtone, le fédéralisme, et son livre a gagné le prix du Manitoba Historical Society for Scholarly History, et il est le secrétaire de langue anglaise de la Société historique du Canada et le co-rédacteur du bulletin de la Société. And with that, that's the long introduction section done. And you won't have to hear nearly as much from me for the remainder of the session. My name, by the way, is Matthew Hayday. I'm a professor of history at the University of Guelph, interested in questions of bilingualism, language policy more broadly, and commemoration. And I will be your host for today. So, with that out of the way, I'm going to start the ball rolling with our first question for discussion for our group, and I'm just going to keep an eye on the time as well, so that we keep things timely and you get a chance to ask questions at the end. So, here's our starting point. Canada's pluralist society has given rise to multiple identities, and this includes local, regional, ethnic, and linguistic identities, and we have seen over time these identities promoted in national celebrations. So the question I want to start with is, why do nations and groups celebrate major anniversaries? And what are the social and political functions of commemoration? To what extent do you, the members of the panel, think that national holidays in Canada and major commemorative celebrations have served as a positive force for promoting these national or regional identities, or are there perhaps negative or divisive aspects to this? Et la version française de la question, qui est complètement différente. C'est très canadien, ça, non? La société pluraliste canadienne a donné lieu à plusieurs identités, y compris les identités locales, régionales, ethniques et linguistiques. Et on a vu ces identités promues lors des célébrations nationales. Pourquoi les nations et les groupes célèbrent-ils des anniversaires importants? Quelles sont les fonctions politiques et sociales de la commémoration? Et jusqu'à quel point les fêtes nationales du Canada et les grandes célébrations commémoratives ont-elles servi comme des forces positives pour la promotion des identités nationales et régionales? Ou existe-t-il des aspects négatifs qui peuvent semer la division? Et je pense que je commence juste à ma gauche avec professeur Frenette. Merci. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de commencer avec moi. Il y a, si vous allez sur Google, comme je l'ai fait ce matin, il y a 680 000 occurrences si vous cliquez commémoration ou commemoration. Alors certainement, l'atelier et la table ronde est dans l'air du temps. Je pense que la question, elle est relativement simple et la réponse est peut-être un peu plus compliquée. Les nations, les groupes, les régions, les entités politiques de différentes sortes, les groupes sociaux, les groupes ethniques, ils commémorent pour créer d'une part une cohésion, pour créer des solidarités, qu'elles soient nationales, qu'elles soient provinciales, et dans le cas des groupes marginaux ou qui se croient marginalisés à tort ou à raison, la commémoration joue un rôle très très important pour leur donner une reconnaissance. À peu près tous les groupes ethniques en Amérique du Nord, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, vont faire remonter leur premier arrivant à Jacques-Cartier ou même dans certains cas à Christophe Colomb, et c'est normal qu'il fasse ça. Donc il y a un rôle de cohésion qui est important. À mon humble avis, ce n'est pas assez, parce que si la commémoration ne joue que ce rôle, il y a le danger de prendre des raccourcis très importants avec l'histoire. Et pour moi, la commémoration, je suis assez traditionnel dans ma façon de voir le rôle de l'histoire et de la mémoire dans une société. Pour moi, c'est de former à la citoyenneté, de former de bons citoyens, comme l'enseignement de l'histoire à tous les niveaux devrait le faire. Pour moi, la commémoration doit aussi jouer ce rôle-là, ce qui veut dire que la commémoration, elle doit être prétexte aussi à
elle doit être prétexte à réfléchir et à réfléchir aux enjeux du passé et aussi aux enjeux du présent. On l'a vu, par exemple, avec la guerre de 1812. Il y a une volonté de commémoration du côté du gouvernement. En même temps, ça a donné lieu à une exposition très intéressante au musée de la guerre. On le voit maintenant avec la Première Guerre mondiale aussi, et on pourrait donner plusieurs exemples. Parce que le danger, en fait, je vais terminer par une formule peut-être un peu lapidaire. Il ne faut pas laisser la commémoration aux commémorateurs. Thank you. I will pass. I'm actually going to hop around and go English, French. So, Robert, if you would mind taking a stab at this one. Sure. Well, there were a lot of. I guess there are a lot of facets to this question. Why do societies commemorate, and what are the negative and the positive aspects of this? I think Eve is right. Oftentimes, it's an attempt to bring about greater social cohesion, but it's not. It's obviously not always enough. I think when we ask ourselves why people commemorate, I think we always, often commemoration tells us much more, I think, about the present than it does about the past, about what is actually being commemorated. I think how, for example, we remembered or certain parts of the government remembered the War of 1812, for example, tell us a lot more maybe about that government or their perspective than about the War of 1812 itself. And I think there's this goes back. This is not necessarily anything new. It goes back. All sorts of governments and people commemorate for their own reasons. You have to look at what's going on in the society at the time to try to understand what they have chosen to commemorate, and then why. Because what we choose to commemorate also tells us a lot about what it is we want to accomplish with it. I think national celebrations can have a positive effect if it's done in a way that is inclusive, in a way that acknowledges that there are different perspectives, different ways to interpret our past. Like Eve was alluding to, and there can be positive aspects to that, toward creating a more inclusive society. Myself, my own research, I've looked specifically at Canada's first big Confederation bash, which took place in 1927, the 60th anniversary of Confederation. There was some thought to having a big bash for the 50th, but there was a little thing going on at the time called the First World War, or the Great War for Civilization. So that kind of got in the way of things. So they tried to have a bit of a do-over, if you will, in 1927 by having this big bash for the Diamond Jubilee of Confederation. And one of the positives that I think came out of that was that those who were planning to commemorate Confederation in 1927 said, okay, look, we had this war, there was a big divisive conscription crisis, Anglophones and Francophones were at each other's throats. Let's promote a narrative that allows space for both communities in the country. And so bilingualism was adopted by the organizers, and biculturalism was also adopted by the organizers. And that, I think, was a positive force, especially for Anglophones at the time, to opening them up to this idea that Canada's French fact was there to stay and was that was a good thing. Turning to the negative, however, of course, we have the advent, the promotion of this discourse that Canada was a country of two founding nations. Well, of course, that's a very selective reading of history, and it doesn't leave a lot of room for ethnocultural communities, and it doesn't leave a lot of room for Aboriginal peoples. So over time, as that discourse became more and more popular, the two founding nations thesis, one of the negative aspects was that many Aboriginal people began to feel alienated and began to say, well, hey, what about us? Are we not one of the founding peoples of this country? So I think there can be negative aspects to these big national commemorations, but there can be positives as well.
Lorsqu'on pense aux usages politiques de la mémoire, il y a une formule de l'historien américain John Barnard qui me vient en tête, à savoir si on peut, dans un contexte commémoratif, forcer le consensus. Et lorsqu'on aborde la question de pourquoi on commémore, on pourrait tout simplement dire que les gens veulent se reconnaître l'un envers l'autre et que les groupements humains comme les nations sont naturels. Mais je pense qu'il faut aller au-delà de ça et qu'il faut poser la question en termes du politique et en termes de comment on peut utiliser cette fine ligne mince entre l'histoire et la mémoire à des fins politiques. Et puis, on parlait tantôt dans la question de l'aspect divisif des commémorations. C'est-à-dire qu'on prend un événement comme la Saint-Jean-Baptiste ou la Fête du Canada, c'est certain que c'est des célébrations à propriété partagée. Il y a ceux qui vont les organiser, qu'on prend des fois en compte dans l'historiographie, mais pas souvent, le point de vue de l'organisateur. Il y a le point de vue des participants, qui sont souvent silencieux. Et il y a aussi ceux des commanditaires. Commanditaire dans le sens qu'on peut commanditer un événement, le vouloir, mais aussi qu'on peut en tirer un certain profit. Eux non plus, les marchands du temple, on les entend pas beaucoup lorsqu'on prend en considération les études sur la commémoration. Alors, c'est certain que des gens vont chercher certains gains à l'intérieur des activités de commémoration. Et lorsqu'on parle du Canada comme une entité pluriculturelle, plurinationale, on vit avec différentes mémoires. On a l'identité canadienne, l'identité québécoise, les Acadiens, les minorités linguistiques, les minorités ethnoculturelles, les Premières Nations. Alors, on peut pas forcer le consensus et dire à tout le monde de s'asseoir à la même table et puis de manger le même repas. Et pour ça, je pense qu'il faut faire extrêmement attention lorsqu'on regarde les politiques de commémoration telles qu'elles sont élaborées présentement ou telles qu'elles l'ont élaboré par le passé, et garder à l'esprit que, essentiellement, on peut bien commémorer ce qu'on veut, à quels usages qu'on veut, mais ultimement, on peut pas prendre le public non plus pour des imbéciles. Et lorsque je regarde les différentes tentatives de commémoration qu'on a devant nous présentement, je pense qu'il y a une question plus précise sur laquelle on va adresser ces questions-là. Je pense que le rôle de l'historien dans tout ce brouhaha commémoratif, c'est de rappeler justement qu'il y a toujours deux côtés à une médaille, que les narratives sont complexes et qu'en contexte canadien, on ne peut pas, malgré la volonté d'inclure tout le monde, on ne pourra jamais nécessairement y arriver. Thank you. Marc Bloch was a French historian who died in the French resistance during the Second World War, and he said men resemble their times more than their fathers. And for me, commemorations are what struggle against that idea. So if we look back through Canadian nationalism as a series of transitions and oppositions, we see commemoration tracing through that period, essentially responding to a kind of insecurity, I would say. And that will be kind of my theme, I think, that commemorations are a form of reassurance in a strange way when they're well done. If we look at the tension of Canadian nationalism from colony to nation, the struggle was against the idea of the British Empire. Fry talked about the northern incubus and how we struggled against that idea of Canadian nationalism was a settler nationalism, aimed at taming the northern wilderness. We had the Cold War, where there was an opposition in Canadian nationalism with communism. In the 70s, which is really where I come in terms of starting to think about, as a child, of this, it's the Cold War, and nationalism is very set up against communism. And then in the 70s, we go on to the extreme kind of cultural nationalism of the 70s.
that people of my generation remembers, which was really against the United States. It was an anti-American nationalism. During the 80s, very interesting period where there was an implosion of the whole idea of nationalism and the sort of internal critique of nationalism with Benedict Anderson's Imagined Communities, with Foucault, the work of Michel Foucault and so forth, that really problematized the whole idea of coercion of nation states, and really that even citizenship is a kind of forced choice. But that gave way in the 90s to a new critique, which was really a post-colonial critique, which had a whole new rights-centered discourse, and where the plural identities and soft nationalities and so forth came into play. And in this country, we had a unity crisis. So, very interesting period for nationalism. Post-September 11th, 2001, we had a hardening up of that nationalism, and we now talked about duties, and the limit case of nationalism was national duty. And that changed the character, and some of the current complexion of commemorations is really a legacy of that moment as much as anything else. But since 2000, let's say in the 2010s that we're in now, I would say nationalism, its other is the specter of failed states. And so, in a way, if you look at it in this case, and again from a perspective of commemorations responding to insecurity, you can see that the renewed interest in founding figures, in the legitimation of the state, in countering the what would be seen as the dispersing or corrosive effects of globalization and mediatization, you can get a sense of why commemorations maybe take the shape they do now. But I'd argue in each of these phases I've talked about, and this is just a sketch, you could see how the commemorative agenda would be adjusted. So I think the current transition, and the current opposition is a kind of really interesting research question. So it's great that you're having this session. And when we think of sort of emergent intellectual trends, it's interesting to think of where the transition might go. So I think I'll end there. I just will put it on the table that I produced the Canada Day show and the from 2004 to 2010, as well as the Winterlude Festival, which has a strong dose of nationalist content in it, and also the Mosaic Sound and Light show. And then since maybe 2008, I have been behind many of the commemorative projects in the capital. So happy to discuss all of them. Well, thank you all for this first round. We're going to move from the more abstract into more particular details now. Comment percevez-vous que l'identité canadienne ou les identités canadiennes, pour utiliser cette phrase, telle que promue et conçue par le gouvernement et les dirigeants des sociétés civiles, comment ont-ils changé au cours des décennies? Comment cela se reflète-t-il dans la manière dont nous célébrons les fêtes nationales et dont nous commémorons les événements du passé? So, from this abstract sense of why we commemorate generally, how do you see Canada's identity or identities as they have been promoted by governments and civil society leaders? How has this shifted over time, over the decades? And how is this reflected in how we celebrate our national holidays and how we commemorate events from the past? To varying details. I realize all of you have different degrees of expertise. And this time I'm going to start with Robert, since you go back to the Diamond Jubilee with your research. Sure, thanks. The core, I guess, the core of the question is how do these commemorations reflect the identities of the time, and how the change in commemorations reflect the changing identities. I think, well, it depends on who you're asking, which Canadian identity or which identity within Canada we're talking about. Of course, for Anglophone Canadians or for British Canadians, I think that the shift from a very much an identity that emphasized link to Britain and to the Empire as a whole is definitely reflected in our national celebrations, of course. And we have to remember, we take Canada Day for granted. Every July 1st, there it is, whether you're there to celebrate or you're just, you're going out to the cabin or whatever. It's there as a holiday, or if you're moving apartments in Montreal or something, it's there as a holiday. But we take it for granted, but we forget that, and Matthew has written about this, that Canada Day was not a regular event until really the 50s. The most important
holiday of this nature, for Anglophone Canadians especially, was Victoria Day, which we've celebrated and we continue to celebrate with great vigor since 1845. And Canada Day didn't really, like I said before, the first big Canada Day bash was not really until 1927. And I think the attempt to celebrate Confederation at that time for Anglophones reflected the beginnings of a questioning of this. Okay, well, is there something to us Anglophone Canadians? Is there something more to us than being British? What is it that makes us Canadian? And so I think that is that is reflected, I think, just in the very desire to have a celebration of Confederation. And interestingly, of course, the changing identity, the emphasis was very much, the organizers insisted on, okay, the theme, what we want to talk about is this new realization of a Canadian identity, whatever that is, but something that's uniquely Canadian. They weren't quite able to pin it on, it was like kind of trying to nail jelly to the wall, but they tried nonetheless. And then we see sort of this, there's an evolution to the approach in Canada Day as, it was called Dominion Day at the time, but the word, and some participants in the conference have written about this, how the word Dominion gradually and very conspicuously begins to fall out of usage until it is formally removed in 1982 and it becomes Canada Day. And that is, I think, another reflection of Anglophone Canadian identity going from sort of a British Canadian identity to a more Indigenous Canadian identity, if you will. We see changes in Francophone Canada as well. I think the change from a Saint Jean-Baptiste Day was a more religious holiday, of course, and it was celebrated across Canada among French Canadians across Canada. But in the 1970s, things started to change. The Parti Québécois decided to change the name to La Fête Nationale. And to emphasize more the Quebec nature of it. So there's this attempt to reflect a more secular and Quebec-based identity for Francophones as opposed to a pan-Canadian Francophone identity that has Catholicism as an important element to it. So I think you could trace a lot of these. How we commemorate very much does reflect how our identities and cultures are changing over time, and those are just some of the big ones, I think. Well, at this point, I'll give the mic over to someone else. Et je pense à Marc-André, parce qu'il y a cette lien entre la fête Saint-Jean-Baptiste et ses recherches. Alors, Marc-André? Oui, c'est certain, lorsque vous avez la chance de regarder un événement annuel qui a plus de 180 ans de tradition, on peut pas s'empêcher de voir les changements dans une certaine moyenne à la longue durée. Quant au nationalisme porté par l'événement. Alors, d'un projet qui naît après la déroute des rébellions, un projet porté par la survivance, un projet de la Fête nationale, dis-je, porté par la survivance, qui inclut la définition d'une nation culturelle, une nation catholique, qui se transforme dans les années 60, où on laisse de côté davantage le catholicisme, où on change aussi les manières dont on célèbre. Alors, entre les parades à Montréal en 1850 et les parades à Montréal à la fin des années 80, avec le mouton de Troie porté par des différents représentants des communautés culturelles, la fête nationale qui sert de point d'ancrage, qui sert d'un symbole, qui sert à manifester une certaine unité chez les Québécois, elle se transforme. Par contre, à l'intérieur d'un même événement, Robert en faisait mention, si on veut porter une certaine part l'unicité du Québec, il faut mentionner que la Saint-Jean-Baptiste ou la Fête nationale n'est pas que célébrée
au Québec. Elle était célébrée et elle est encore célébrée dans les communautés francophones en milieu minoritaire. Mon propre travail m'a amené à rencontrer différentes communautés au courant des 2 dernières années. Il y a une recrudescence en Ontario français des célébrations de la Saint-Jean-Baptiste, pas par trace d'un certain folklorisme, mais parce qu'elle répond encore à un certain questionnement lié à une mémoire, à une présence, à une tradition canadienne-française, mais aussi par souci de se présenter comme une minorité nationale, c'est-à-dire de vouloir intégrer, d'être un point d'ancrage, d'être un point de contact envers différentes cultures. C'est le cas à Toronto, c'est le cas dans d'autres communautés également. Alors, c'est intéressant de voir qu'à l'intérieur d'un même événement, on a ici 2 tangentes ou 2 parcours, mais qui sont pas nécessairement contradictoires l'un envers l'autre. D'un côté, on célèbre encore la Fête nationale du Québec comme une fête des francophones d'Amérique. C'était d'ailleurs le thème en 2008 lors du 400e anniversaire de Québec. Et de l'autre, qu'on soit au Manitoba à la broquerie ou qu'on soit en Ontario français, on célèbre encore la fête comme une occasion de communier à une certaine présence francophone au Canada et à l'extérieur. Alors, c'est certain que lorsqu'on regarde la fête dans la durée, le nationalisme qu'elle porte se transforme. Mark, since you, as you mentioned, have been intimately involved with how Canada has been presented in the last decade, I'm very curious for your thoughts on this. You know, Ottawa hosts many national days, and I go to them all the time at the embassies and so forth. And so it's not just Canada Day here. This is because it's the diplomatic community here in Ottawa. There's a whole cycle of national days. There's almost one every week or every 2 weeks, and often I go. And they're a form of cultural diplomacy that I think is pretty effective. It's often a matter of very great pride by the embassies involved when they do them. Today is probably a new national day in Scotland, or it could be, and so new national days can be born. They're not always made, and they do change over time. My theme of commemorations reflecting insecurity is actually drawn in part from Peter Ackroyd. And Peter Ackroyd was actually the communications director of the National Capital Commission at the time of the 1967 celebrations, and he was seconded to do the centennial celebrations. Of course, he's the father of Dan Aykroyd. And he wrote what's become famous among event programmers now, a piece called the Anniversary Axiomatique, which you can find. I think the whole book is available on the internet, and it's worth looking at in the light of this subject. But the Anniversary Axiomatique sets out about 10 principles for planning major national anniversaries. But what caught my eye in one of them was this idea that anniversaries reassure people. And I thought, reassure people? That was an odd thing to write. But he says, yes, the people will very easily lose the sense of legitimacy of a state. And so they do need reassurance that being part of this is possible and good. So I would counter the tenor of some of the other remarks by saying that commemorative heft really does come from below. It's very hard to impose from the top. I mean, maybe in a Stalinist mode, you can try to do that, and with thought control and so forth, you can achieve. But I doubt even in those cases you get very far. I think public intuition is actually quite sophisticated about commemorations, and especially in a free society. And I think people are actually quite aware of the irreducible complexity of history. They know the complexity of their own lives. And so I was in Charlottetown 2 weeks ago, and the commemoration is going on now for the 150th anniversary of the Charlottetown Conference. And it's very interesting that they're really plugging it, but it's a very hesitant kind of nationalism, I would say. It captures the hesitation and uncertainty of the founding fathers as they drank their way through the cases of whiskey and hammered out some kind of agreement that PEI wouldn't even be part of at that stage. And I think everyone understands the hopeless complexity of it all. And of course, being the CEO of the National Capital Commission, I do have to explain from time to time why we chose our capital 10 years before the country formed, and only Canadians could be so prudent as that. But these things are complex, and I think people do understand them. And so I would ask, how many of you have attended a Canada Day celebration in the nation's capital here?
Okay, quite a few. Okay, and how many of you have attended the Mosaica Sound and Light Show? Okay, so you've seen these kinds of expressions, and having been involved in them, I can say that they do. The attempt on the part of the people who create those events is to be highly inclusive, and while political influence can never be absent from a bureaucracy, don't underestimate how bureaucracies work, and as researchers attend to how bureaucrats work. Because how do bureaucrats work? If you look in the Oxford English Dictionary and look up bureaucrat, it says a person interested in the concentration of power. And so how do you take the person who's interested in the concentration of power and put them with the artist who's interested in accident, you know? So, and in the unforeseen. So you have bureaucrats who have a mentality of control, and artists who want to make things wonderful and unexpected. And I think that's a tension that you have to remember beyond any question of sort of party politics or whatever, that bureaucracies aren't great at making works of art. And so when you look at the archives of this, you're always looking at a struggle between creative people and process people, and they have their own raison d'être, but that's the key to the struggle, in my opinion. Je pense qu'une façon aussi il y a plusieurs bons d'exemples qui ont été donnés qui sont très intéressants. On peut regarder aussi aux commémorations de Champlain depuis 100 ans. Il y a des continuités. Par exemple, les enjeux politiques ne sont pas exactement les mêmes. Les enjeux politiques étaient là en 1908. Ils étaient en Acadie en 2004, ils étaient à Québec en 2008 et maintenant ils sont dans la région de la capitale nationale et en Ontario. Peut-être que ce qui a changé en fait, c'est que les enjeux économiques, me semble, jouaient un rôle beaucoup plus important dans les commémorations. Je dirais pas les Franco-Ontariens, mais certains Franco-Ontariens auraient voulu que ce soit 2010 qui soit l'année de la commémoration de l'arrivée des Français au Canada, en Ontario, avec Étienne Brûlé. Mais pour le gouvernement de l'Ontario, il y a l'aspect touristique qui est très important et l'idée que Étienne Brûlé, il n'y a pas grand monde qui connaît Étienne Brûlé, alors que Champlain lui-même a attiré les foules en Acadie et au Québec. Donc les enjeux économiques sont importants. Et d'ailleurs, en 2015, il y a eu une certaine tension parce que des communautés franco-ontariennes auraient voulu que les fêtes soient inclusives. Nous l'avons fait dans l'Outaouais, mais par exemple à la Baie-Georgienne et ailleurs, mais pour le gouvernement de l'Ontario, ça va être à l'été 2015 à Toronto parce que il y a les Jeux panaméricains et donc les enjeux économiques sont très importants. Et en même temps aussi, je pense que ça a changé. Je pense qu'en général, il y a les commémorateurs sont beaucoup plus sensibles à la question de l'inclusivité, particulièrement avec les Premières Nations. Et là, j'ai un petit peu un problème avec la notion de positif et de négatif, parce que ce qui peut apparaître à certains comme la positive dans la commémoration de Champlain comme père de l'Acadie, du Québec ou de l'Ontario français est très négatif pour les Anishinabés. Et nous avons, je dis nous parce j'ai été impliqué dans l'organisation d'un colloque à l'Université Carleton et nous sommes en train de faire une publication et nous sommes très 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 conscients de ça. Plusieurs fois, les porte-paroles des Anishinabés nous ont dit nous, c'est pas une célébration. Alors, une différence aussi, c'est qu'on est beaucoup, comme je le disais, beaucoup plus sensible et en fait, le personnage de Tesswat va jouer un rôle beaucoup plus important, va avoir une place beaucoup plus importante qu'il l'avait il y a 100 ans. So we're going to move into a slightly more politically charged question, and I will let the panelists decide which one of them wants to go first on this one, or if they want to go at all.
There has been a lot of talk recently about the current government's politicization of national holidays and commemoration. And there was certainly widespread public commentary about how the government did commemorate the War of 1812 and yet failed to do anything significant for the 30th anniversary of the Charter of Rights and Freedoms. Nous avons entendu bien des discussions au sujet de la politisation des fêtes nationales et des événements commémoratifs par le gouvernement actuel. Il y a eu plusieurs commentaires dans les médias au sujet de la façon dont le gouvernement a commémoré le bicentenaire de la guerre de 1812, mais a décidé de ne pas souligner le 30e anniversaire de la Charte des droits et libertés, par exemple. So do you think that what is being done by the current government with regards to things like holidays, commemorations, identity politics, is any different from what we've seen with similar events in the past, and if so, in what ways? Or do you see that there are continuities, and that this is just a difference in style, but that this is something we have seen in the past? And frankly, is there a way for a government to sponsor an event like a national holiday or a commemoration without being accused of politicizing a Canadian or, in a provincial context, a provincial identity? Alors, croyez-vous que l'approche du gouvernement actuel vis-à-vis ces fêtes, ces commémorations et ces politiques identitaires est sensiblement différente de ce qu'on a vu avec les gouvernements précédents? Si oui, de quelle façon? Ou est-ce que vous voyez des continuités? Et est-il possible pour un gouvernement de subventionner des événements tels que les fêtes nationales et les commémorations sans être accusé de les politiser? De politiser l'identité. Marc se porte volontaire pour commencer à répondre à la question. I'm going to take you through how a Canada Day was produced. When I produced the show, we would look at what was going on in the regions. Was there a significant commemoration that we could incorporate, and we would do that. We would look at the headline artists that we could get, or the key elements that we could get, particularly trying to see how we could bring, because you need to draw an audience and so forth. We would look for a headliner, an Anglophone headliner, for a Francophone headliner, and sort of build the shows around that. We would take into account other government programs, like the Cultural Capitals of Canada program, which was great, where we'd bring in people who did all kinds of grassroots activities and set them up, and people would like that. And we'd look for those sort of key moments that would trigger kind of a lightness of being, I guess that's the best way I can put it. Something actually light, not heavy, something very light. And so, for example, actually my wife and I attended a rap club in Providence, Rhode Island, and I wore a toque, and we went in and we had a great evening, and Kainan was playing. And I guess, do you know Kainan, the Somali rapper? And so anyway, I asked Kainan, I said, would you play on Canada Day? And he said he would, but he had one condition. And I said, well, what is that? He said, I would like to speak from the stage. So I said, fine, that's no problem. I didn't know what he wanted to say. But, I mean, it's not scripted, it is scripted, but it's not proscribed. So, what he said is that he said that it's Somalia Day is July 1st. So he greeted the Somali community in the audience. Other, signal events that we did with a six-string Nation guitar. Have any of you seen that? Yeah, that's a guitar made of 64 pieces of Canadian history, including a piece of the Manoir Papineau and many elements. So these were the sorts of things that were done, often unreviewed, always unreviewed by the media. So only the people there got to see those things. So I would say, before diving in on the politicization theme, understand what the content of the shows were. And these were contents of shows that were run through huge bureaucratic apparatuses, because
nothing gets done in Ottawa without a good committee getting to work on it. So what I would say is that, finally, I'll close on the question of the charter. Charter comes up in surveys as Parliament Hill is the number one national symbol. The charter is either number 2 or number 3. It's huge for Canadians. So it's in the Mosaic. It was in the Mosaica show, for example, in a prominent way. But the one thing I'd say is that you have to look to the 100th anniversary of the Charter to compare it to the 200th anniversary of the War of 1812. I think that you have to, unfortunately or fortunately, we weigh out commemorative heft with the 100-year anniversaries and 200-year anniversaries more than we do for the lesser numbers. So I'm not sure that there's such a huge dichotomy there. The War of 1812 was a very interesting interdepartmental committee to work on, and it actually is a highly inclusive commemoration. Now, it may force the history a little bit to turn it into a purely nationalistic event, because it wasn't. It was proto-nationalistic at best. But the fact of a plurality of involvement is not disputed. And to confirm that for me, I got in the mail from the chief of the Algonquins here in an envelope a crest that they created to commemorate the War of 1812 for their community who participated in the militias. And so the monument that is being constructed, has a Métis figure, a First Nations figure, a woman, British regular, and the whole series of plurality of participation. So I feel, having been through all those discussions, that that particular commemoration wasn't received as fairly as it should be. I think it was a well-intended, well done by many people. Many people who work here at this museum were involved in that, and it became a media football. But I think in the end, it will settle down as something that was a worthy commemoration. And I think when the 100th of the Charter comes up, it will be huge. So, I might just to kind of to add a little bit to that. I think the anniversary is being politicized to various extents. I mean, there isn't. It's nothing new. And it was certainly the case we've got the 150th of Confederation coming up, and it will be politicized to a certain extent, very possibly. But that was also the case for the first big Confederation celebration in 1927. One of the motivating factors for Prime Minister Mackenzie King, and of course you have to think of what was going on at the time. You always have to put these commemorations in their historical context, not the event that they're celebrating. For Mackenzie King, he's looking at maybe approving this celebration in 1926. Well, what has happened in 1926? We've had the King-Byng affair, kind of a big fallout between the Prime Minister and the Governor General. And so King runs on an election to assert that here's this British officer, Governor General, telling us how to run our country. So he kind of runs on that platform and he wins. And then later in the year, we have the Balfour Declaration, in which Canada gets de facto, someone might argue, its independence, or at least its autonomy in foreign affairs. So for King, in that context, he says, okay, well, yeah, let's have a big celebration in the next year. And one of the big themes that he was hoping would be drawn out would be the celebration of Canada's constitutional evolution, in a way kind of validating all of this assertion of Canadian autonomy that had happened the year before, because a lot of Canadians, and British Canadians especially, were anxious about that. So there was a political nature to that anniversary. But it wasn't, I could be wrong, but my perception is that it wasn't as intensely politicized as maybe some anniversaries have been recently. In 1927, they said, okay, Mackenzie King wanted to have this celebration, but he insisted that the organization be left to a committee that was made up of liberals, of conservatives, and of progressives, and of civil servants and professionals. And in fact, a lot of the historical content was set
by professional historians working very independently. So there's a plug for that kind of work. And then, of course, the story that everyone grapples onto for the recent commemoration of the War of 1812 is the messages coming from the PMO saying that Laura Secor's, her cape isn't red enough and that kind of thing. So there is a certain kind of intense and direct interest that is coming from the political powers that be, but I don't want to take anything away from civil servants who are doing the hard work to put this kind of commemoration together, and who are trying to be as disinterested as possible. But when we talk about the idea that there's going to be a memorial to the victims of communism located between the archives and the Supreme Court, you wonder where that idea is coming from. I mean, how about a monument to the victims of imperialism, or a monument to the victims of religion? Or, I somehow doubt that we might get such a monument under the present government, but a monument to the victims of communism seems, I wonder if that is ideologically driven and from the powers that be. But sometimes we can seize on those examples, and I wouldn't want to take away from the hard work that is going into making a good, inclusive celebration on the part of civil servants for the 150th anniversary of Confederation, or for the War of 1812, which I was very glad to see, which I thought the War of 1812 was important and deserved to be commemorated. But some things that are going on have left me wondering. Mon commentaire va porter beaucoup sur les continuités de moyens, de mobilisation de ressources qu'on peut voir dans les politiques commémoratives ou dans la façon dont on commémore les grands hommes, que ce soit sous les gouvernements précédents, Chrétien, Martin Mulroney, ou actuellement sous le gouvernement de Stephen Harper. Évidemment, j'ai des opinions très arrêtées, très personnelles sur ces politiques. Je me garde une petite gêne. Ces opinions ont été très bien reflétées dans un article publié récemment par mon collègue à ma droite. Donc, je pense qu'il est mieux placé que moi pour vous en parler. Mais au-delà de ça, lorsque je regarde ce qui s'est fait, par exemple, le 6 septembre dernier à Québec, où on avait le dévoilement d'une plaque en l'honneur de Sir Georges-Étienne Cartier. On a évidemment mis de l'avant son rôle dans les conférences constitutionnelles, le fait qu'il avait apporté des provisions pour le Code civil, rapporté une certaine autonomie aux Canadiens français. À quelques pas de là, on avait une manifestation de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal où on dénonçait le traître, où on dénonçait l'avocat du grand tronc, le manipulateur. À la rigueur, c'est un vaurien. Alors, moi, ce que je trouvais intéressant, c'est que on arrive, on dévoile une plaque, on annonce, on renomme la toponymie d'un tronçon de Parkway, je me souviens pas quel était le nom, en son honneur. La toponymie, le dévoilement des plaques, c'est déjà assez traditionnel comme mode de commémoration. Mais lorsqu'on prend, par exemple, des attributs d'un État, qui soit habituellement un État souverain comme la monnaie ou les timbres. Ce sont également là des objets de commémoration qui font l'objet de débats, de spéculations depuis quand même plusieurs années. On se rappellera par exemple, sous les anciens billets de 10$, on avait les casques bleus. On voulait présenter l'image d'un Canada comme d'un pays pacifique. On rappelait cette espèce de notion d'un Canada multiculturel, pacifique, une espèce de définition là, qui est très associée à la refondation du Canada dans les années 60. Alors que là, dans les nouveaux 20$, là on a Vimy Ridge, c'est le Canada militaire, c'est le retour au passé militaire. Alors, le fait qu'on utilise la monnaie pour promouvoir un type de nationalisme, ça reste quand même certains éléments de continuité. Par exemple, si vous prenez des programmes gouvernementaux, on pourrait parler de Canada en fête. Je suis pas un expert du programme Canada en fête, mais c'est des programmes qui existent depuis les années 80, qu'on va colorer ici et là.
pour promouvoir des fois une certaine thématique, comme par exemple, à partir de 2012, on voulait que les événements qui souscrivaient à ce programme-là mettent un peu l'emphase sur la guerre de 1812, mais ça s'est fait avant. C'est un programme qui est assez similaire, même pour ce qui se fait pour le programme d'assistance financière aux manifestations locales de la Fête nationale du Québec. Alors, les gouvernements mettent en place des structures. Ces structures-là restent, dépendamment des gouvernements qui sont en place. Les gouvernements également qui ont des limites. Hein. On pense que parfois les gouvernements peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. Mon collègue à ma gauche l'a mentionné. Ils sont pas tout puissants. Mais il y a également des contraintes très terre à terre, comme par exemple les contraintes budgétaires. Hein, on a vu la semaine passée le gouvernement de Philippe Couillard à Québec reculer sur un octroi de 60 millions de dollars pour le 375e anniversaire de Montréal. Alors les gouvernements, même s'ils ont la volonté de vouloir influer sur le type de commémoration qui sont organisées, doivent composer avec des contraintes budgétaires, parfois également avec des types d'organisations. Je pense entre autres aux municipalités. Alors, il y a certaines continuités dans ce que le gouvernement Harper fait au niveau des commémorations. C'est pas totalement une brisure quand on regarde les moyens. Je suis d'accord qu'il y a des continuités et chaque gouvernement, on pourrait, il y a des experts autour de moi qui pourraient vous en parler. Chaque gouvernement canadien ou gouvernement québécois ou peu importe a dans le passé orienté les politiques de commémoration. Et je pense qu'il faut pas se surprendre et se scandaliser que la charte n'a pas été soulignée dans les commémorations et que la guerre de 1812 la guerre de 1812 l'a été. Je pense que ce qui me semble nouveau, en tout cas par rapport peut-être aux derniers 30, 40, 50 ans, c'est que on a un gouvernement qui est très interventionniste au niveau de la commémoration et un gouvernement qui aussi, il me semble que dans le passé récent, la commémoration faisait beaucoup plus le processus les experts étaient beaucoup plus présents dans le processus de commémoration émanant du gouvernement fédéral. C'est beaucoup moins le cas maintenant. Et aussi, je vous encourage, quand j'ai écrit mon article, j'avais pas encore lu le livre de Paul Wells, n'était pas encore paru. Je vous encourage à lire le livre de Paul Wells où il explique, où il interprète pourquoi le premier ministre et pourquoi le gouvernement actuel sent le besoin de presque de réécrire l'histoire canadienne, quelque chose que par exemple que les républicains du Tea Party ne sont pas obligés de faire aux États-Unis, parce que personne ne met en doute l'américanité ou l'américanisme des républicains de droite, alors que au début de sa carrière, pour le premier ministre, il a dû prouver, et on l'a souvent accusé en fait de ne pas représenter des valeurs canadiennes. Alors c'est un gouvernement qui est très interventionniste dans ce domaine. En même temps, je vous rappelle qu'il y a d'autres exemples en France, par exemple avec le président Sarkozy. Aussi en Russie présentement, ça va beaucoup plus loin bien sûr, mais le président Poutine qui est en train de faire écrire une histoire de la Russie par des historiens qui lui sont favorables. So we've looked to the past. Let's take a moment to look to the future before dealing with questions from the rest of the room. As we look ahead to Canada 150 in 2017, what would you like to see our governments and civil society leaders do to celebrate or observe this 150th anniversary of Confederation? How might our past experiences inform how we do this?
and do it well, or what might we want to avoid? Alors, dans la perspective de 2017, que voulez-vous que nos gouvernements et nos dirigeants de la société civile fassent pour souligner et célébrer le 150e anniversaire de la Confédération? Et comment est-ce que les commémorations et les célébrations du passé peuvent nous renseigner sur la mécanique de ces événements et que désirons-nous éviter? Alors, c'est une question ouverte pour ce qui veut répondre. Si je peux me permettre de rêver, mais c'est vraiment un rêve, c'est qu'on prendrait prétexte de cet anniversaire pour faire ce qui a été fait lors du centenaire. Je vous rappelle que une des initiatives, une des entreprises intellectuelles du centenaire en 1967, ça a été la Centenary Series, où on a je sais pas combien de volumes sur l'histoire du Canada, qui représente, c'est un monument, c'est une histoire, c'est une série qui a été, où on retrouve des historiens aussi différents que Fernand Ouellet, Ramsey Cook, Donald Creighton, pour n'en nommer que 3. Et à mon avis, 50 ans plus tard, on pourrait imaginer une série comme ça, une collection comme ça, mais bien sûr, on est dans un contexte financier, budgétaire très très différent. On pourrait alléguer que en raison des tensions entre différents types d'histoires au Canada, que ce n'est pas possible, mais il y a quand même des historiens distingués au Canada qui pourraient être à la tête de cette entreprise. Alors, c'est un rêve, je le sais, ça ne se produira pas. Alors moi, ce que j'espère, c'est que quand même, et ça a déjà commencé, qu'il y a quand même une réflexion sur le passé, le présent et l'avenir du Canada et de ses composantes. Et ça a déjà commencé par différents colloques, par des expositions. Et là, j'adhère pleinement à ce que mes collègues ont dit, c'est-à-dire que les politiques, les hommes politiques, les femmes politiques ne sont pas tout puissants, parce qu'il y a aussi des bureaucraties, il y a aussi des musées qui ont leur propre agenda, il y a des fonctionnaires qui essaient aussi parfois tant bien que mal de faire passer leurs idées. Well, Yves, that's a beautiful dream. I think I'm going to sleep well tonight. It's something nice. A nice thought. Above all, I think for the 150th, I'd like to see a representation of different perspectives of different Canadians and of different interpretations of our past, kind of like Yves alluded to. But also, to be more specific, I'd like to see the recognition that the Confederation and Canada was made possible largely through accommodation between different peoples. And I think it's important to recognize that the process of Confederation did not end in 1867. Of course, other provinces came on later in 1871, or 1870, not to forget Manitoba, 1871, 73, 49, and of course the territories and so on. I'd like to see, to be specific, I'd like to see the treaties between the Crown and Aboriginal people incorporated as part of those commemorations as being integral to the process of Confederation. Canada's westward expansion would not have been possible without those treaties. And I think in many ways Confederation itself would not have been economically or territorially, fiscally feasible without the treaties and the goodwill that First Nations showed to the Crown. So I would like to see the treaties incorporated, to be very specific, as something that would be nice, I think, to see in 2017. Pour moi, si vous me demandez ce que c'est 2017, je vais vous répondre que c'est le 70e anniversaire du Mouvement national des Québécois, le 100e anniversaire de la Ligue d'action nationale et le 175e anniversaire de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Vous allez dire que je plug mes sujets de recherche, ça vous appartient. Mais je veux vous rappeler que, historiquement,
Et encore aujourd'hui, il y a la présence d'une question nationale au Québec. Et que cette question-là, dans le cadre des institutions canadiennes, n'est toujours pas résolue. Moi, j'aimerais voir, pour le 150e anniversaire de la Confédération, une réflexion originale sur l'avenir de ce pays. Ça pourrait clairement prendre la forme, comme professeur Frenette l'a mentionné, d'une série d'ouvrages historiques où on pourrait remettre le pays en perspective. Qu'est-ce que ça veut dire, vivre au Canada au 21e siècle, alors qu'on a une constitution qui en date du 19e? Qu'est-ce que ça veut dire? On pourrait continuer à faire des colloques, on pourrait avoir des rondes de négociations constitutionnelles, on pourrait inclure les traités, on pourrait faire plein de choses. Mais à la base, mon souhait le plus cher, c'est pas que nous versions dans l'histoire spectacle. C'est de ne pas se laisser aller aux célébrations faciles. L'avenir d'un pays, l'avenir des peuples, c'est quelque chose de sérieux. Et on peut commémorer le 150e anniversaire du bout de chemin que tout le monde a fait ensemble. Bout de chemin qui n'a pas été facile. Mais on peut aussi se dire que c'est une occasion historique pour entreprendre un dialogue, des dialogues de réconciliation, pour avoir des fois des discussions que ça fait longtemps qu'on n'a pas eues. Alors, pour moi, le 150e, c'est ça. C'est une occasion de repartir peut-être sur des bases nouvelles pour penser l'avenir du pays. Tu es encore plus rêveur que moi. J'apprécie ces commentaires et je pense que nous sommes un petit pays dans un monde de compétitif parmi des nations et l'époque change et j'espère que 2007 peut être un point de rallier nos gens à un point de maturation de notre pays et je pense que ça c'est facile à dire, difficile à faire. Nous sommes aussi dans une période sans précédent, je pense, pour les commémorations. Et ça a commencé avec peut-être le centenaire de la marine canadienne en 2010. Et après ça, tous les bicentenaires des politiciens comme Sir John A. Macdonald, Sir Georges-Étienne Cartier, la guerre de 1812, ça commence le 75e anniversaire de la Deuxième Guerre mondiale et tous les anniversaires pour le centenaire de la Première Guerre mondiale. Et en 2017, on aura la commémoration de Vimy Ridge. Et c'est aussi une période sans précédent, je pense, pour un cycle de commémoration comme ça. Et peut-être l'effet que vous avez critiqué, c'est un peu à cause de ça, un peu à cause de le cycle de commémoration. I think that if we could see this sort of moment of maturation of the country in 2017, it shouldn't be coming from the government. It should come from people. And, you know, we are, I was at a conference, the conference I mentioned in Charlottetown a couple of weeks ago, and there was a definite sense at that conference that everyone's waiting for the federal government to make its plan and announce what 2017 should be, and that will come in due course, I think. But there's great opportunity, I think, and as I say, commemorations, the best ones come from the bottom up, and even I participated in the Champlain 2013, and I invited 10 people, including Yves, to the first meeting, and 35 came, and it grew into a movement, and I think 2017 we'll see if it has this public force. I think it does, but it's sort of a hesitant moment right now. I'll close just talking about, we've just had our strategic retreat for the board of directors for the National Capital Commission. So the last thing we did was have a little workshop on 2017, and we would like to make the capital of the country welcoming to all Canadians, and that's probably the overriding message of our retreat, that I don't know that the capital always is welcoming and as it should be. So that's something I think we all need to work on. We want to make it beautiful by day and beautiful by night. We want to raise the standards in urban design and in the street life and so forth in the capital. We're going to introduce a capital illumination plan to make the city look beautiful at night.
That will be one of our 2017 projects, and there are a number of other ones that we talked to. But we hope in the end that the capital can be a rallying point for something that will be commemorated again in turn 100 years later. The way we're thinking of 67 in commemorative terms now, I suppose 2017 will be thought of in the future. And so I'm hoping that out of the grassroots, the will to do some interesting things will come. And government will come in with some resources, and in the end we'll have a very memorable year, among which Canadian historians, I hope, will take a prominent place. Well, that is the end of the formal questions that I have. I see that we have a pretty good crowd here. I'm hoping that you have some questions as well, or observations for the panel. Alors, si vous avez des questions, le micro est là, et puisque nous enregistrons, je vous encourage de l'utiliser. So, if you do have a question, the mic is yours. So, please form a line. Bonsoir, merci pour vos interventions. Ce que j'ai compris, c'est que les commémorations sont des moments pour un peuple ou une nation, un moment de différenciation avec d'autres peuples ou d'autres groupes. C'est un moment aussi de distinction. Mais ça me semble surtout en ce moment être une plateforme d'identification. Et là, on voit de nouvelles choses se produire. À quoi voudront bien à quel type d'identité les Canadiens voudront-ils s'identifier? Et je me demande quelle est la souplesse ou quelle est la flexibilité de cette nouvelle identité qui est performée dans les commémorations. Préambule à ma question. À la suite du processus d'identification, alors on espère qu'il va y avoir une nouvelle définition qui va être créée, un renouveau de l'esprit citoyen canadien ou national, afin que les individus participant à ces événements-là deviennent des ambassadeurs de cette nouvelle identité, des ambassadeurs du Canada renouvelé. Ce qui m'intrigue, c'est que depuis les années 2010, il y a un retour à des commémorations historiques d'avant la Confédération. Donc, dans quelle mesure cette préhistoire du Canada est-elle importante pour la création d'une identité canadienne renouvelée? Dans quelle mesure cette préhistoire du Canada est-elle importante? On a vu les commémorations autour de Champlain, on a vu les commémorations autour de 1812. Il me semble y avoir un renouveau, un désir d'inclure une histoire qui appartenait autrefois à des groupes nationaux, ethno-culturels, qui étaient ici avant que le Canada de la Confédération existe. Alors, c'est à vous de répondre. Alors, je ne sais pas si on va voir naître l'homme nouveau des commémorations. Mais quand on parle du retour de Champlain, il faut savoir que, en tout cas pour mon sujet de recherche, qui est les fêtes de la Saint-Jean-Baptiste, c'est assez cyclique. On le voit apparaître à quelques reprises, puis et puis le professeur Frenette en faisait mention tantôt de toute la question des commémorations en Ontario français. Lorsqu'on se rattache à une figure comme Champlain, on se le rattache beaucoup pour se donner une légitimité sur le territoire à travers le principe d'antériorité. Donc, je ne sais pas si c'est un point d'ancrage qui pourrait permettre, par exemple, aux francophones de l'Ontario de mieux communiquer avec la majorité anglophone et puis les autres communautés ethnoculturelles. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'au niveau politique, au niveau de la communauté comme entité politique, là, par exemple, on a quelque chose qui peut être porteur, parce que ça renvoie à une définition d'une communauté stable historiquement constituée. Mais je sais aucunement si je réponds à votre question. Question d'antériorité, elle a déjà été posée par la BNB Commission dans les années 60. Puis c'est ce que le livre 5, d'ailleurs,
la commission révèle, c'est que les Canadiens français se positionnent comme étant de meilleurs Canadiens à cause de leur antériorité. Puis on veut créer justement une identité qui soit davantage géographique, davantage axée sur la diversité, pour que tout le monde puisse coller à cette nouvelle plateforme d'identification que le nouveau gouvernement, disons incarné à merveille par le gouvernement Trudeau, va donner aux Canadiens par la suite. Donc une identité qui est celle du pluralisme, qui est celle de la géographie. Là, on semble revenir à une idée conservatrice, n'est-ce pas, de la nation qui, elle, serait enracinée dans l'histoire, un peu sur le modèle québécois d'ailleurs. Je ne sais pas si je suis capable de répondre à ta question, Anne, mais il me semble que ce qui demeure, même dans le discours gouvernemental, dans le discours conservateur et des intellectuels des quelques intellectuels qui donnent des munitions à ce gouvernement, c'est l'idée de la diversité est toujours là. Dans cette antériorité, elle est toujours là. Mais ce qu'on essaie de faire, je pense, c'est de lier l'identité britannique, l'identité historique britannique, les assises britanniques du Canada à cette diversité. C'est la même chose d'ailleurs qui se fait dans les autres Commonwealth, c'est la même dans les autres Dominions, c'est ce qui se fait en Australie et en Nouvelle-Zélande, et on a de plus en plus on voit de plus en plus de travaux justement sur la diversité et les politiques de l'Empire britannique au sujet de la diversité. Mais je réponds pas à ta question. Alors, juste pour clarifier, est-ce que Anne, juste pour clarifier votre question, croyez-vous que peut-être qu'on devrait avoir moins de commémoration de ces événements qui ont eu lieu avant la Confédération ou peut-être je voudrais essayer de dévoiler l'intention qu'il y a derrière ça. Est-ce que c'est d'enraciner un projet politique qui est daté, de l'enraciner dans une histoire longue qui n'appartient pas au même projet, qui n'est pas un projet politique? Ouais. Ça répond aussi à la question de Mathieu, qui était une question assez. La réponse était dans la question, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on fait est-ce que les commémorations politiques sont politisées? Bien sûr. Oui. Ouais. Alors, est-ce que c'est-à-dire qu'on devrait avoir peut-être moins de commémorations de ces événements-là ou Moi, ma question, c'est dans quel but les fait-on? Peut-être pour se rassurer, comme Marc suggère, qu'on a une histoire. Je pense qu'il y a une certaine logique aux commémorations où on trace vers le passé jusqu'au moment où ils auraient été un choix. Un point avant la décision, un point avant la détermination de l'avenir. Et c'est dans les moments d'incertitude, il y avait un potentiel et des autres choix étaient possibles. Et je pense que dans chaque moment de commémoration, on retrace les étapes vers ce point. Et je pense qu'il y a une valeur à ça, parce que c'est possible virtuellement, au moins virtuellement, pour refaire des choses plus correctement avec tout qui a été passé après. Et je pense que ça c'est une source de la volonté pour les commémorations. C'est pas juste pour faire une image d'une nation et c'est aussi je pense que c'est vraiment de la part des gens pour ça, particulièrement avec des commémorations militaires peut-être où il y a une certaine grief mais aussi pour les autres commémorations politiques et sociales aussi, je pense. Je ne veux pas mobiliser le micro toute la soirée, mais je voulais seulement rappeler que bien sûr, on grave des choses dans la pierre, on fait des monuments, mais on efface aussi des choses avec la pierre, on construit par-dessus, on rase, on met du béton, c'est arrivé pas loin d'ici d'ailleurs. Alors, des événements, par exemple, dont vous êtes spécialiste, 1927, au même moment, il y a la crise des écoles en Ontario, le français est banni. Puis là, vous dites que c'est un projet
dont c'est un projet à la source du bilinguisme, etc. C'est sûr qu'il y a il y a vraiment des malaises là dans la lecture politique de l'historiographie, puis dans la lecture sociale de l'historiographie, puis qu'est-ce qui se passe réellement à l'époque autour de la région? Ben ça fait partie du contexte du moment là en 1927. Juste pour parler un peu de ça, il y a beaucoup de gens qui s'impliquaient aux célébrations ou à l'anniversaire de la Confédération en 1927, qui insistaient sur le bilinguisme dans les célébrations, s'impliquaient aussi dans la lutte contre le règlement 17. Mm-hmm. Alors, il y a des liens entre ce qui se passe dans le domaine très public à Ottawa avec la célébration et ce qui se passe au niveau scolaire en Ontario. Alors, je pense qu'il y avait un peu d'un changement qui se passait à ce temps-là et que ça se réfléchit dans que ça s'est manifesté un peu avec l'anniversaire de la Confédération et avec l'enlèvement du règlement 17. Et c'est le mouvement de la bonne entente aussi. Oui, ça fait partie d'un mouvement beaucoup plus large que ça. Oui, bonjour. Merci pour les présentations. Je voudrais vous amener sur un domaine ou une question que vous n'avez pas vraiment abordée. C'est en fait la présence du futur dans la commémoration, en fait. Puis parce que c'est vraiment un élément clé. En fait, puis vous avez mentionné, par exemple, c'est mon point de départ, 1967, c'était effectivement un grand moment de commémoration qui était aussi associé à l'essor de l'État-providence, et donc il y a un ensemble de facteurs qui ont favorisé finalement une vision d'avenir, autrement dit, très positive, et c'est ce qu'on voulait transmettre avec ça. Et donc, en fait, si on prend la commémoration comme phénomène, on pourrait dire qu'elle est prise il y a un système de différentes tensions. D'une part, une tension entre le passé et le futur, c'est-à-dire que c'est un discours sur le passé, mais qui est destiné pour consommation aujourd'hui, mais aussi pour configurer ce que demain va être notre société. Et l'autre tension, c'est à propos de ce que va être ce futur-là, en fait. Et c'est là que la question des enjeux de ce qu'on commémore ou du programme commémoratif devient une clé. Est-ce que c'est ça qu'on va devenir? Est-ce que c'est le Canada qu'on veut être? Et c'est cette question-là, dans le fond, qui est discuté sur le programme commémoratif. Donc, vous avez fait mention, effectivement, du programme commémoratif qui nous amène à 2017. Est-ce que libre, fier et fort est suffisant en termes de programme de commémoration pour ce devenir du Canada? Et finalement, donc, comment on pourrait ouvrir la discussion sur un programme commémoratif et quel rôle les historiens pourraient jouer là-dedans? Enfin, c'est un ensemble de questions que je laisse. Il y en a, vous pourrez pas obligé de tout répondre à toutes, mais quand même, je pense que c'est une question qui mérite d'être abordée. Peut-être je peux commencer. Je veux utiliser des exemples parce que je pense que c'est plus concret. Et avec le Champlain 2013, c'était intéressant qu'un développement dans la discussion était le rôle de chef Tessouat des Algonquins à l'époque. Et à le colloque à Carleton, c'était dit que c'est nécessaire de enlever le statut de Samuel de Champlain. Mais je pense qu'au fin de la discussion, c'était plus comment est-ce qu'on peut commémorer Tessouat, parce que c'est le père de Champlain dans cette région. Et je pense que un avenir peut être comme ça. Le débat, et nous avons un débat ici, peut-être le résultat de ces débats, c'est des nouvelles idées, des nouveaux idées et des nouveaux projets. Ça, c'est une chose. L'autre chose que, comme je veux placer l'emphase sur le fait que les commémorations souvent arrivent de la base du peuple. Par exemple, maintenant, un projet presque prêt à lancer la compétition pour le design, c'est pour les travailleurs en construction et les travailleurs qui perdent leur vie dans leur emploi. Et ça serait une thématique loin des choses que nous avons discutées ce soir. Et mais ça c'est bien organisé par ces groupes, bien financés, et nous avons un site extraordinaire au Parc Majeur pour ces commémorations. Il y a toutes sortes de projets
sous le radar de toutes sortes de choses culturelles et choses comme ça. Et c'est le plan gouvernemental concernant la route 2017 et la commémoration pour les 2 guerres mondiales, c'est prendre la place dans les médias, mais il continue la vie des commémorations au-dessus de ça. Je me permettrai peut-être un bref commentaire sur cette imbrication de projets d'avenir avec les visions du passé auxquelles vous faites référence. Je pense que les meilleurs exemples qui peuvent me venir en tête là, avec ce commentaire-là ici, c'est regarder les auditoires auxquels on fait référence dans certains projets de commémoration. Par exemple, dans le cadre de nos ateliers de travail, il va y avoir des articles sur le jour de dollar ou la fête de dollar. Ce qui est intéressant de noter, c'est que beaucoup des programmes d'activité comprenaient mettaient l'emphase sur les écoliers, la jeunesse. Alors, c'est la même chose du côté des fêtes de Saint-Jean-Baptiste à un certain moment. On mettait beaucoup l'emphase, et les sociétés Saint-Jean-Baptiste, avec leur programme d'éducation nationale, auquel j'ai aucunement l'intention de vous faire un résumé, mettaient l'emphase sur la jeunesse parce que si on transmet, il y a une notion de transmission de la fierté, de l'identité, c'est des notions qu'on veut transmettre, et ça passe beaucoup par la jeunesse. Donc, je ne sais pas si mon commentaire est pertinent par rapport à votre question, mais c'est dans l'œil des organisateurs, à tout le moins, pour ce qui est de mon sujet. If there is another question or two, perhaps we'll get an English language question to balance out the French discussion as well. Be a properly bilingual colloquium, so. Yeah, I was wondering if you could speak about the differences between generations. I was thinking about perhaps right now, people who are doing commemorative activities right now may have come of age during the 1960s. I'm sure there are other examples we could think of as well. So I was wondering if you could speak to that and what that might mean for the maybe future generations. Pour nos experts francophones, est-ce qu'il y a une différence entre les générations francophones sur le sujet de fête nationale et tout ça? Well, starting with the Fête Nationale, all I want to say is, historically speaking, what we can see in the 1950s to 60s, there's a change because of the baby boomers coming. So in the 1950s, if you're looking at the processions and the way it was organized, it was almost like religiously organized to a certain extent. And you see a certain order and a certain register of action. Then starting in the 1960s, what you see is that these register of action became contested. So you can think of the riot in Montreal, for example. In the 1970s, it became popular shows, basically. So if you think about the Mont Royal or even called Super Franco Fête, it was all in the era of time. So the way people celebrate, the way people tend to go to commemoration, or at least how they are organized, change for the Saint-Jean-Baptiste Festival in the 1950s through the 1970s. And it's not just happening in Montreal, it's also happening in Ottawa, in Toronto. And that's what's interesting also with commemoration or national holidays, is that you can see differences between different regions. So you can see different regions between the metropolitan area in Montreal and then the countryside in Quebec. So that's something to think about as well when it comes to national holidays. But you can definitely see a generation question and a place where the means of action were contested. I think it's a really interesting question, and we could have a long discussion about that. The first point I would make is that the really bad things that happen to a lot of people that these military commemorations are commemorating are young people. They were young people who went to war. So, when you look at the World War I commemoration, for example, it's an enormous catastrophe for young people. And it's true, I sat with the last surviving member of the MacPap battalion when we unveiled a new plaque on the MacPap monument, and he was in his 90s. But at that moment, he was in his late teens or 20s, it was, excuse me, so you have to think about this question. It takes time for commemorative momentum to grow, and so
elements that happened in the 1960s will now start to find their organizers, and we'll get them. There's no question that they'll come along. I'm finding what young people are interested in right now with us is 20th century built heritage. So it's not exactly commemoration, but they're interested in the architecture that was built in the time of their youth, and that's fascinating. And so we're interested in developing a program for 20th century built heritage. So maybe that's a route, en route to actual precise commemorative ideas. I'm not sure that the youth of today will be so interested in statuary and permanent commemorations. I think the aesthetic and the ideas around commemorations will change to other platforms and other ways of expression. I don't think the statue or the traditional commemoration will ever completely go away. I'm just saying there'll be a bigger palette of activities, and I think we already see that. The AIDS quilt was a great example. There are others of more ephemeral commemorations, but maybe that still create artifacts, but that are far from the bronze monument. So I think the younger generation will bring really interesting things to commemorations, but the interest right now that I find that seems to be triggered right now is in 20th century built heritage. Vous posez une question essentielle, et je pense que c'est pour ceux d'entre nous qui s'intéressent à l'histoire des commémorations, c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup fait encore, de lier le concept de génération à la commémoration. Et la génération, il y a différentes façons de concevoir la génération, de définir une génération. Ça peut être à tous les 25 ans, par exemple, mais aussi il y a des mouvements, on parle de la génération de 14, par exemple. Et je pense que ce qui joue un rôle très, très, très important, c'est bien, on pourra bientôt parler d'une génération de septembre 2001. Et, je pense que c'est très important. Il ne faut pas voir, comme, on a eu tendance à le faire, les commémorations, militaires comme imposées seulement par le gouvernement. Comme Marc le disait au début de la soirée, il y a un dialogue qui s'établit. C'est très difficile de savoir, par exemple, quel est le rôle des commémorations dans l'évolution du sentiment national ou du nationalisme. C'est certain que ça joue un rôle, mais c'est une autoroute qui va dans les deux sens. Et certainement, je peux vous dire qu'au Québec, les commémorations religieuses sont finies. Mon fils de 27 ans m'a demandé c'est quoi la différence entre une église et un presbytère la semaine passée. I think we're about to be evicted, but I'm going to take my privilege as moderator to add my own 2 cents to this question of generations, with something that has struck me as we're thinking about 2017 and generational identity. When we talk about generational identity these days, it's almost always the baby boom, and then everything else is defined against that generational identity. And the extent to which 1967 and the centennial is attached to that generation, and the extent to which we are still living in the shadow of Expo 67 and the centennial. And I'm wondering to what extent what we're actually going to be celebrating in 3 years is the 50th anniversary of Expo, rather than the 150th anniversary of Confederation, and what this meant for, people reflecting back on the heyday of the 1960s. So I think it'll be very interesting to see to what extent, or if at all, the newer generation actually is able to put its own stamp on 2017 that is different from what we saw in the past. Because I think it's very strange that someone like me, who was born 10 years after the centennial, knows all the lyrics to A Place to Stand, A Place to Grow, which is born of that era, which is a very peculiar issue for generational identity, and which generation is still dominant in making these decisions. Alors, je remercie tous nos conférenciers pour leurs interventions. I'd like to thank all of you as well for coming. Hopefully we have given you some interesting food for thought, and I encourage you to continue this conversation in the years ahead. So, thank you. You've been listening to a recording of Celebrating Canada, a roundtable discussion held at the Canadian Museum of History on September 18, 2014. The session was chaired by Matthew Hayday of the University of Guelph. You can find recordings of other talks at activehistory.ca.